Tu veux que je commence? On commence. Oui. Ben, rebonjour, je me représenterai pas. La présentation qu'on va vous faire maintenant est vraiment plus le récit d'une expérience de recherche participative. Donc, vraiment sur le terrain, comment on a vécu les choses, tous les enjeux qu'on a vécus, les défis, puis vers où ça va se tourner là, pour l'avenir. Le projet n'est pas encore terminé. Je te laisse te présenter. Bonjour, rebonjour. Je ne me présenterai pas non plus. Voilà, donc c'est un plaisir. Simplement pour mettre en contexte, comme vous le voyez, au Québec, on a des réseaux de collaboration tissés serrés. Donc, Marie-Claude travaille souvent sur mes projets et vice-versa. Moi, j'ai le bonheur et le plaisir de travailler sur le projet que Marie-Claude mène avec une finesse et des qualités humaines incroyables. Puis c'est un plaisir d'être là aussi pour discuter de la démarche. Tu peux passer. Voici notre plan de présentation. Ça vous donne un petit aperçu, puis tu pourras passer à la... Oui, diapo, merci. Ce qui est notre privilège dans ce projet-là, c'est que c'est un groupe militant qui est venu à nous pour nous commander une recherche. Donc, c'est vraiment le point de départ. Puis, on travaille, nous, avec un collectif qui s'appelle La santé sans préjugés. Puis c'est un collectif qui est né de travaux faits par une organisation qui s'appelle le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, qui regroupe plein de groupes communautaires en santé mentale de partout au Québec. Puis ils ont fait une tournée avec des ateliers où ils ont demandé aux gens d'adresser des sujets qui les préoccupaient, puis de proposer des solutions. Donc, ils ont fait plein de choses avec des personnes actrices de service. Puis, ça touchait divers volets de leur vie. Et un des sujets, c'était le fait de ne pas être cru et pris au sérieux quand on a un problème de santé physique, mais quand on a une étiquette psychiatrique, on ne nous prend pas au sérieux. Puis, on attribue le problème là, au trouble mental au lieu de bien investiguer la personne. Donc, ce groupe communautaire-là a commencé ses propres démarches. Il s'est formé un collectif vraiment autour de ce thème-là en particulier. Puis, c'est composé de plusieurs personnes utilisatrices de services en santé mentale et ils sont accompagnés par des intervenants de ressources là, qui les connaissent bien. Eux, ils se sont dit, bien, nous, si on veut sensibiliser les professionnels de la santé à ce problème-là, ça serait bien d'avoir des connaissances scientifiques sur le sujet qui pourraient servir de base à nos propres travaux en tant que collectif. Donc, c'est vraiment comme ça que ce groupe-là se positionnait. Puis là, la question, c'est comment nous ont-ils trouvés? Parce qu'eux, ils se cherchaient des chercheurs, je vais dire comme ça. Moi, je ne travaillais pas sur ça. Ça s'appelle le phénomène du masquage diagnostique. Là, on pourra le définir un peu plus tout à l'heure, mais je n'étais pas sur ce projet-là. Mais dans ma thèse de doctorat, je m'intéressais aux obstacles vécus par les personnes qui ont la schizophrénie et qui ont de l'isolement social. Puis, c'est un sujet qui a émergé dans les différents thèmes de cette recherche-là. C'est l'accès aux soins de santé physique quand on a la schizophrénie. Il y a des enjeux, dont le fait qu'on ne les prend pas au sérieux. Donc, j'étais dans un colloque un jour, ça fait longtemps, c'était en 2018. Là. J'ai parlé de ça, entre autres, dans une présentation. Il y a quelqu'un du collectif qui était là, qui a entendu ça. Puis, ils m'ont invité à donner une conférence Action Autonomie, qui est un organisme de défense des droits en santé mentale de Montréal, qui sont membres du collectif. Puis, ils m'ont invité là. Voulez-vous venir nous parler un petit peu plus du masquage diagnostique et tout ça? Je dis oui. Moi, j'avais rien là-dessus. Je travaillais pas sur ça. Oui. Donc, OK. J'ai dit oui. J'ai préparé quelques trucs, mais sachant que l'auditoire, c'était des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale, avec toutes sortes de défis, je me suis dit, je vais parler 15 minutes, puis je vais laisser la parole. Ça va être ça, puis vu que je n'ai pas trop de matériel, 15 minutes, c'est suffisant. Donc, ils m'ont invité. Il y avait un repas. On a partagé un repas avec les participants. Puis après, j'ai présenté, j'avais 5-6 diapos, quelques projets de recherche qui parlaient de ça, et incluant de la recherche qualitative ou des patients. Puis là, je leur disais, ça, c'est une étude en Australie. Puis voici, des patients témoignent
Puis juste là, j'ai vraiment perçu l'effet que ça légitimait leur expérience, les gens qui étaient dans la salle, parce qu'ils disaient « Oh wow, dans d'autres pays, il y a d'autres gens qui le vivent, puis il y a des chercheurs qui ont écrit là-dessus dans des revues internationales. » Fait que ça légitimait de dire « Ça existe pour vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne nous croient pas quand on a mal. » Fait que là, il s'est passé ça. Puis, tout de suite après ma petite conférence, eux, ils avaient préparé un théâtre forum, donc une petite mise en scène actée où il y avait quelqu'un qui jouait une patiente, l'autre jouait un médecin. Puis, le médecin ne croit pas la patiente, elle se fâche, elle signe un refus de soins, puis elle s'en va. Tu sais, c'était ça. Mais c'était exactement ce dont moi, je venais de parler avec des données scientifiques. On ne s'était pas parlé avant, puis leur mise en scène a connecté parfaitement à ce que je venais de raconter. Puis sans qu'on le sache. Puis là, j'ai l'impression que ce qui est arrivé, puis là, c'est ma perception, mais ça m'a comme rendu crédible parce que j'ai vraiment finalement parlé de ce qu'il vivait sans savoir à quel point il vivait. Fait que tout ça a duré 20-25 minutes, mais après, ça a été la prise de parole. Puis là, il y avait 70 personnes, puis il y a eu 1 heure et demie de discussion de gens qui levaient la main. Je l'ai vécu, je l'ai vécu. Puis là, je vois des sourires dans la salle. Je pense qu'il y a des gens ici qui l'ont vécu. Voilà, fait que c'est un peu ça. C'est comme ça qu'ils m'ont connue. Puis ensuite, ils sont revenus à moi pour faire la recherche en 2019. Puis là, j'ai refusé malheureusement parce que j'étais trop dans d'autres projets. Puis je savais que j'aurais pas le temps. Fait que je disais, je peux pas maintenant, mais revenez-moi dans 1 an. Puis finalement, j'ai un étudiant qui voulait travailler là-dessus. Parfait, ça va m'aider. Malheureusement, il m'a quitté pour faire un cours d'infirmière praticienne en pratique avancée au lieu de faire de la recherche. Fait que je l'ai perdu. Puis là, il y a une pandémie. Puis en tout cas, fait que bref, en 2022, ils sont revenus. Moi, je me suis dit, hey, on va dire, hey, elle, là, elle avance pas. Mais non, ils sont revenus vers moi. Puis j'ai dit, OK, là, on le fait. Puis on a commencé à travailler sur le projet ensemble. Fait que vous voyez ici un peu pourquoi eux, ils voulaient travailler avec des chercheurs sur la diapo, vraiment pour avoir une bonne base scientifique pour leurs propres travaux. Fait qu'on a commencé à se parler de ça. Fait que moi, je suis allée chercher des collègues pour faire une petite équipe de recherche avec ce partenaire-là qui était le collectif. Donc, je suis venue chercher Pierre parce que Pierre, il s'intéresse à la défense des droits en santé mentale. Puis, comme on parle de masquage diagnostic, ben c'est les médecins qui posent des diagnostics. Donc, on est allé chercher un médecin de famille, chercheur, Magali Brodeur, qui est médecin pour être membre de notre équipe parce qu'on savait éventuellement, ça va prendre des médecins pour parler aux médecins quand on va être rendu à diffuser des résultats et essayer de sensibiliser les professionnels. D'ailleurs, l'appel est arrivé un matin où je me disais, là, j'ai beaucoup trop de travail, c'est impossible d'en prendre plus, sauf quand la professeure Jacques appelle. Ben oui. Où là, j'ai comme, parfait, on commence quand? Et ça a été ce qui nous a amené à vous aujourd'hui. Oui, c'est ça, jusqu'ici. Alors, un petit peu plus en détail, donc vous avez ici le titre du projet. J'ai mal et on ne me croit pas, c'est vraiment la formulation du collectif. Eux, ils travaillaient déjà depuis, comme je vous disais, 2017 avec cette façon-là d'appeler la situation. Donc, coproduction, mobilisation des connaissances sur le phénomène d'ombrage diagnostique en santé mentale. Là, vous allez m'entendre dire ombrage, vous allez m'entendre dire masquage, j'y reviens. C'est pas anodin, cet enjeu-là de vocabulaire. Donc, ben c'est ça. Le concept est à développer. C'est ce qu'on s'est rendu compte, de le rendre plus représentatif de ce que vivent les personnes par rapport à ce phénomène-là. Fait que le but du projet, c'est vraiment ça. Mieux développer le concept, donc en faisant d'abord une revue de la portée pour aller voir dans les écrits, là, vraiment plus que ma présentation à 5 diapos, là, mais faire un travail sérieux de recension d'écrits, voir qu'est-ce qu'on connaît sur le sujet déjà. Et la deuxième partie, toujours pour mieux approfondir le concept, une recherche qualitative ou visant à interviewer des personnes qui ont vécu le phénomène, des professionnels de la santé de première ligne, donc médecins de famille, urgentologues, infirmières de première ligne, et aussi des membres de l'entourage qui accompagnent parfois des gens dans des dédales du système de santé. Oui, puis j'attire votre attention, le deuxième objectif est important. Hein. Vous avez dans le titre de la présentation « Soutenir l'action militante ». C'est une démarche qui reste scientifique, mais qui répond aussi à cette commande-là que Marie-Claude a bien décrite, où notre rôle, nous, c'est vraiment d'aider à la production d'outils. Quand on parlait tantôt de soutenir la crédibilité, c'est pas de la créer, la crédibilité, en fait, c'est de la rendre plus visible, c'est de l'amplifier.
puis c'est de finalement utiliser cette forme de privilège-là qu'on a, nous, dans la démarche scientifique pour aller vraiment amplifier cette démarche-là qui est déjà en cours. Je suis désolé, je jongle avec... Parfait. Ici, je reviens, on réfère un peu au modèle de Montréal. Nous, on utilise beaucoup, on aime bien le modèle qui a été proposé par Donskoy dans un article fantastique sur la captation de la voix des usagers et qui reprend un peu le spectre de la recherche, à la différence que Donskoy est beaucoup intéressé, et c'est intéressant que ça a été nommé également par Audrey, mais par les Mad Studies. Il va informer sa démarche dans la conceptualisation de la recherche de ce courant-là, également du courant des injustices épistémiques. Alors, si, encore là, c'est une question de positionnement, mais si on se permet de positionner notre démarche à l'intérieur de ce spectre-là, vous voyez qu'il y a quelques différences, c'est-à-dire que oui, on a toujours au premier jalon du spectre une recherche de nature consultative. On a également de la collaboration, mais on a également une recherche qui est dite initiée par les usagers, puis une recherche qui est dirigée par les survivants de la psychiatrie. Vous voyez ici un peu un apport théorique qui diffère en fait des modèles plus linéaires. Et je dirais que nous, je vais m'avancer, mais je pense qu'on aurait tendance à positionner la recherche dans la zone 3, c'est-à-dire que c'est une recherche qui est initiée par les usagers. Et là, on s'est dit, parfait, avec cet objectif-là, comment on peut faire pour la soutenir? Comment on peut faire pour en assurer sa pérennité? Comment on peut faire en sorte que finalement, les pratiques qui sont ciblées, qui sont des pratiques partagées par un énorme nombre de professionnels de la santé, que ce soit les soignants, mais également les médecins. D'ailleurs, quand on parle d'ombrage diagnostique, on a souvent des réactions des médecins qui sont comme, mais qu'est-ce que c'est? Et puis là, c'est là de travailler à la définition du terme, à sa compréhension selon la perspective des personnes premières concernées, amène une série de nuances qui ne sont permises que par les zones 3 et 4, en fait, de ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire une recherche qui est initiée par ou qui est dirigée dans une forme de par et pour. Maintenant, hier, on a eu des discussions hyper intéressantes sur les injustices épistémiques. Voilà. Ici, l'idée, c'est pas de faire un cours théorique de 45 minutes sur les injustices épistémiques, malgré que. Mais c'est simplement de rappeler le cadre théorique qui informe la démarche. Alors donc, si on se permet de résumer, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, on a une injustice épistémique qui est définie comme étant, qui se produit en fait lorsqu'une personne subit une injustice, lorsqu'elle est discréditée parce qu'elle appartient à un groupe social non dominant, comme c'est souvent le cas pour les personnes aux prises avec un problème de santé mentale. Certains chercheurs vont parler vraiment des logiques de domination cognitive. Pourquoi cognitive? Tout simplement parce que dans les injustices épistémiques, on a deux catégories en fait qui ont été développées par Miranda Fricker, reprises ensuite de ça par un très grand nombre de chercheurs depuis 2017, dont Baptiste Gaudry à Sherbrooke. Et grosso modo, évidemment, on pourrait approfondir le sujet longuement, mais vous avez deux catégories d'injustices au sens de ce que Fricker a initialement écrit. Vous avez donc des injustices testimoniales, donc c'est le fait de discréditer le témoignage en raison de préjugés. Ici, on parle vraiment, et il ne faut pas l'interpréter de manière naïve, mais plutôt de manière critique. Souvent, on va en référer à la notion de manque de crédibilité. Donc, cette crédibilité-là va être présente et va coexister, va être maintenue, justement en raison de préjugés, qui vont faire en sorte que les personnes, dans le contexte du projet sur l'ombrage ou le masquage diagnostique, ne sont pas écoutées, ne sont pas crues, ne sont pas entendues, au final, ne sont pas reconnues. On retient souvent cette partie des injustices épistémiques et un peu moins l'autre que moi, je trouve fantastique, en fait, c'est l'injustice herméneutique. Et ici, c'est vraiment le manque de ressources conceptuelles qui sont disponibles à la personne pour lui permettre de mettre des mots sur son expérience. Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant comme concept. Et il y a plein d'exemples assez récents qui nous montrent toute son utilité. Si je prends l'exemple qui nous concerne peut-être un peu plus au Canada, mais sur la transmission intergénérationnelle des traumas ou les traumatismes intergénérationnels, on a vu que ce concept-là est arrivé à mettre des mots sur un terme qui, avant, était d'une part inexistant, d'autre part assez cantonné à ce qu'on connaît du trouble de stress post-traumatique, alors que c'est un phénomène complètement différent. Et ce terme a permis de mettre des mots sur ce que plusieurs personnes vivaient lorsqu'il était question de traumatismes complexes et de traumatismes qui, temporellement, et c'est là que la transmission intergénérationnelle intervient, en fait, vont être transmis, si on veut, là, sur des bases sociales.
Et là, ça, c'est un exemple, en fait. C'est de dire, mais parfait, dans l'évolution des connaissances, le rôle aussi, c'est de créer des mots pour faire du sens avec une expérience, tant et aussi longtemps qu'on ne la réifie pas, ou qu'on ne la réduit pas à sa plus simple expression. Donc, deux volets. D'une part, la discréditation et de l'autre côté, le bagage herméneutique qui permet à la personne de nommer son expérience, d'y faire sens. Et ça, nous, ça anime nos démarches parce que des fois, nous-mêmes, on n'arrive pas à nommer les mots qui permettent de décrire le phénomène qu'on étudie. Et ça fait l'objet de débats, en fait, dans la démarche participative qui sont extrêmement enrichissants. Vous comprenez pourquoi je travaille avec Pierre, qui explique tellement bien les injustices épistémiques. Merci. Et vous allez comprendre pourquoi je travaille avec Marie-Claude, qui travaille tellement bien dans la recherche participative. Les fleurs, les fleurs. C'est le printemps, on est dans les fleurs. Merci, Pierre. Merci à toi. Hey. On poursuit, on enchaîne. Donc, je vous parle un petit peu plus du travail. On parle de co-construction, ce n'est pas juste un mot lancé dans les airs. Donc, on a fait des rencontres avec le collectif pour vraiment élaborer le projet. Puis c'est là qu'on a compris qu'il faut définir mieux le concept. C'est dans les discussions avec eux qu'on a vu que c'était une nécessité. Puis, donc, ils ont contribué à la rédaction, là, je dis ils ont. Donc, ce que je vais le dire comme il faut, parce que là, j'apprends depuis 2 jours ici à bien nommer les choses puis pas exagérer. Donc, dans les rencontres de collectifs, il y avait de la discussion pour que justement les gens puissent prendre parole, expliquer leurs besoins, comment ils voyaient les choses, où ils voulaient emmener ce projet-là, puis qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec les connaissances produites par la suite. Donc, là, on avait vraiment une diversité de participants, des gens qui vivaient avec des problèmes de santé mentale, leurs intervenants et tout ça. Par contre, quand c'est l'étape de co-rédiger la demande de subvention avec nous et tout ça, là, c'était la coordonnatrice du collectif qui est une intervenante là, en santé mentale là, qui travaille, qui représente le collectif. Fait que là, ce bout-là, c'est plus avec elle qu'on le fait. Mais les objectifs puis ce qui serait la recherche a été défini davantage de façon collective. Donc, le concept de masquage diagnostique, vous avez une définition ici, je vous l'ai résumé tout à l'heure. Puis, ce qu'on se rendait compte, c'est que dans la littérature, il y a une définition qui circule depuis 2008, là, qui n'est pas tout à fait celle-là, qui a été émise en fait par un expert. Lui, un jour, il a dit d'un article, voilà, c'est ça, il l'a nommé, c'est Diagnostic Overshadowing en anglais, parce que la littérature est beaucoup en anglais. Puis tout le monde s'appuie sur ça, là, ça fait presque 20 ans. Sans trop se poser de questions. Fait que nous, on s'est dit qu'il faudrait aller plus loin. Puis c'est pas seulement d'être pas cru quand il y a un symptôme physique, mais au-delà de ça, le collectif, ce qu'il disait, c'est oui quand on a mal au ventre ou on a une douleur, mais c'est aussi quand j'essaie de parler des effets secondaires de mes médicaments psychotropes, on me prend pas au sérieux. Puis on pense que c'est juste parce que je veux les arrêter. Puis il y a des gens qui se rendent avec beaucoup de symptômes liés aux effets indésirables. Puis aussi, justement, c'est drôle que tu aies parlé du trauma, mais justement, les conséquences d'un trauma, donc qui amènent des symptômes, des difficultés qui ne sont pas pris au sérieux et pas pris en charge et qui amènent beaucoup de souffrance. Donc ça, c'était dans les préoccupations du collectif. De changer, merci. Donc, je vous résume un petit peu. Ça, on a déjà les résultats de la partie revue de la portée, puis ça a été présenté au collectif. Donc, quand on a eu quelque chose d'assez clair, on s'assoit avec eux puis on leur parle de ces... c'est les plus petits pour moi. Ben non, c'est pas de ta faute, c'est moi qui... je vais le résumer, je le connais bien. Dans les ingrédients essentiels du concept, comme vous voyez, ça va beaucoup plus loin que j'ai mal et on ne me croit pas. C'est aussi le fait que la personne n'est pas prise au sérieux. On invalide ce qu'elle dit. Puis, elle ne reçoit pas les soins qu'elle aurait besoin. Donc, c'est tout ça le package. C'est pas juste « on ne me croit pas ». Donc, vous voyez qu'on a réussi à enrichir un peu plus le concept. Puis je pense qu'on va pouvoir aller encore plus loin avec la partie qualitative. Puis, dans les facteurs contributifs, on a vu que il n'y a pas tant d'articles. Hein. Je voulais juste dire, notre revue de la portée, on a fini avec 52 articles sans mettre de date. On a regardé tout ce qui se faisait depuis 2008 dans le champ de la santé mentale. Évidemment, c'est une stigmatisation. On ne prend pas au sérieux les gens parce que vous, les gens avec des problèmes de santé mentale, vous n'êtes pas apte à juger par vous-même de ce que vous ressentez. Moi, je sais ce que vous vivez.
les deux diagnostics les plus stigmatisés là, par rapport à ce phénomène-là, c'est le trouble de personnalité limite puis la schizophrénie. Le trouble de personnalité limite, c'est ça, c'est des gens qui exagèrent, ils en mettent. Ils exagèrent beaucoup pour qu'on les prenne au sérieux, mais dans le fond, ils ont pas mal tant que ça. Ils veulent juste l'attention. Ou dans la schizophrénie, c'est plus, il ne sait pas vraiment là, ce qu'il y a, il n'est pas capable c'est des gens qui n'ont pas de jugement et tout ça. Ou encore, il y a aussi les craintes des professionnels. Si je pose trop de questions, ça va le stresser, puis il va décompenser. Puis il y a encore des professionnels de première ligne qui ne sont pas en santé mentale, qui ont peur des patients. Vraiment. Fait que ça, c'est un autre facteur contributif. Donc, oui, des lacunes de formation, mais aussi, moi, comme je dis parfois à mes étudiants qui me disent « moi, je ne suis pas bonne en psychiatrie, c'est pour ça que je travaille à l'urgence. » Ben oui, mais s'il y a mal au genou, même s'il y a la schizophrénie, il y a mal au genou. Occupe-toi du genou. Tu n'as pas besoin d'être bonne en psychiatrie pour aider quelqu'un qui a mal au genou. Donc, j'essaie de sortir moi-même de ça tranquillement. Il y a aussi des enjeux structurels à la façon que l'urgence est organisée, les contraintes de temps, des systèmes, par exemple, de facturation, une visite, un problème, alors que parfois les situations de santé sont beaucoup plus complexes. Puis, on peut dire quelques mots sur les impacts là, qui sont ressortis de la littérature. C'est quand même un phénomène qui est associé à un effet sur l'espérance de vie. Il y a des gens qui ont des problèmes graves découverts trop tard, des cancers qui vont décéder. Il y a des gens qui n'ont pas été soignés du tout puis qui sont morts à l'urgence. Il y a des gens qui sont transférés en psychiatrie alors qu'ils auraient eu besoin d'une évaluation. Fait qu'il y a vraiment ça. Fait que déjà que les personnes avec des enjeux de santé mentale ont une moins bonne santé pour plein de raisons, il y a cette raison-là. Ensuite de ça, il y a vraiment un profond sentiment de déshumanisation, de ne pas être cru, puis c'est beaucoup de souffrance et beaucoup de colère. C'est pas pour rien qu'un collectif militant, par définition, c'est des gens fâchés, puis on les comprend quand on écoute leurs témoignages. Fait que les gens sortent, puis personne ne les écoute, puis là, je fais quoi? Là? J'ai ma douleur, puis personne ne s'en occupe, je ne sais plus où aller. Puis ça fait aussi un non-recours aux soins. Les gens qui ont des mauvaises expériences, ils vont attendre la prochaine fois. Ils vont attendre beaucoup, beaucoup avant de consulter. Puis là, quand ils arrivent, ils se font dire « Vous auriez dû venir avant. C'est grave ce que vous savez. » On s'en sort pas. Alors... Puis sur le non-recours, c'est pas seulement une forme de non-recours non plus. Donc, ça peut être un non-recours parce que le service n'est pas accessible du fait que la condition est mal détectée. Ça peut être également parce que le diagnostic n'est pas porté. Donc, non seulement le service n'est pas offert, mais encore là, il n'est pas accessible sur la base des critères d'accès. Et mettez-vous dans la situation de personnes qui vivent un cumul d'expériences négatives. Ça peut être également un non-recours parce que ce cumul-là fait en sorte que les personnes vont éviter les services alors qu'ils leur sont pourtant destinés. Et donc, il y a différentes façons de voir le non-recours. Je réfère, s'il y en a qui sont intéressés par ça, il y a une équipe à Grenoble qui fait des travaux hyper intéressants là-dessus. Donc, vous avez là les éléments du concept général, en fait, de l'ombrage ou du masquage. On va rester... on va maintenir le suspense sur le choix final du terme. Ce qu'on souhaitait faire, en fait, pour profiter de la thématique de l'événement, c'est aussi de vous parler des apprentissages collectifs qui ont été faits dans le cadre du processus de recherche. Donc, dans un premier temps, il y a toute la question des différentiels de pouvoir. Si on se permet de se replacer sur le spectre là, que Donskoy a établi, on voit que dans la recherche consultative, on a souvent une sélection qui est assez opportuniste. On va sélectionner les personnes qui pensent, dont on pense qu'elles peuvent le mieux nous informer du projet. Elles vont être intégrées dans un devis qui, s'il n'est pas complètement terminé, il n'est pas loin de l'être. Et l'implication peut être limitée à des temps très, très, très précis selon les besoins du projet. Alors que dans la logique participative que nous, on a suivie, c'est vraiment une sélection qui est basée sur l'expérience, donc qui reste sur un critère de pertinence, mais expérientiel, dans une perspective vraiment de co-construction et qui nous amène donc une autre forme de temporalité où là, ici, on ne va pas nécessairement prévoir des temps précis, mais on va prévoir en fait du temps pour élaborer différentes questions, débattre également des enjeux sur lesquels il n'y a pas toujours d'entente commune, toujours en ayant le souci, et c'est le troisième point, de favoriser une implication active. Donc, il ne faut pas non plus créer un espace où les gens vont simplement venir, avoir une attente en fait de participation passive. Ça doit rester une place à débat
parce que c'est sur la base de ce débat-là que les idées, elles, peuvent s'approfondir. Et donc, si encore une fois, on se permet de réfléchir au processus, on voit que ici, puis tu me coupes quand tu veux, pour nous, il y a un peu 4 dimensions impliquées dans le processus et dans le rôle que nous avons comme chercheurs dans ce mandat-là qui est fantastique. D'une part, c'est de devenir un facilitateur de prise de parole, donc d'égaliser puis de mousser en fait les réflexions qui sont amenées par l'ensemble des personnes participantes. Il y a également un effet d'amplification, donc c'est une chose de faciliter les discussions, c'en est une autre également de diriger la discussion pour amener des éléments de clarification, croiser en fait ce qu'on connaît ou ce qu'on ne connaît pas de la littérature avec ce qui est nommé, justement pour nous informer de notre démarche par la suite, pour aller continuer la documentation du phénomène. Donc, on est vraiment dans une dynamique d'amplification. Évidemment, on soutient un dialogue qui se veut toujours constructif entre les différents types de savoirs, et ça a bien été nommé dans le panel précédent. Et on est également dans une forme d'intégration où d'une part, il y aura les éléments de collecte de données qui seront analysés par le collectif, par l'équipe. Et d'autre part, il y a évidemment le croisement avec la littérature et avec ce qui est dit dans les ententes et les mésententes sur le fameux concept d'ombrage ou de masquage diagnostique. Et comment le nommer? Nous, c'est overshadowing. Hein? Fait que shadow, ça veut dire ombre. Bon, il y avait ça. Le collectif travaillait avec l'idée masquage diagnostique. Nous, quand on a commencé à le regarder avec mon étudiant de maîtrise, on s'est posé encore la question parce qu'on voit en français, on voyait vraiment les deux termes dans certains écrits ou témoignages de patients sur Internet, des choses comme ça. Fait qu'on a consulté un linguiste. On s'est dit, on va bien faire nos devoirs, on va demander à un linguiste qu'est-ce qu'il en pense. Puis lui, avec ses réflexions étymologiques, traduction et tout ça, c'est ombrage diagnostique qui devrait être le bon terme. Fait que là, puis on a écrit toute la demande de subvention, le co-écrite, comme je vous disais, c'est écrit ombrage partout, puis le collectif n'a pas dit un mot, puis même moi, j'ai pas pensé qu'il y avait une dichotomie, on s'en est pas aperçu. Je pense qu'on était dans le travail, puis peut-être l'idée des termes avait pris un peu pas de côté. Mais là, éventuellement, quand on s'est mis à avancer dans le projet, là, plus concrètement, là, il va falloir se positionner parce qu'un jour, on va produire des outils, puis on ne peut pas avoir deux termes. On va publier quelque part, ça prend un terme. Donc, on avait une rencontre de prévue avec le collectif, puis eux, il y avait toute une journée là, militante, puis une activité, c'était moi qui étais invitée, puis je suis allée avec une étudiante, de mes étudiantes, pour parler du phénomène puis de notre projet qui était débutant. Fait que je me suis dit, on va leur demander, eux. Il y avait quand même une cinquantaine de personnes. Vous en pensez quoi? Ça serait quoi le bon terme? Puis ça a ouvert tout un débat et il n'y avait pas de consensus. Puis c'était super intéressant. Fait que nous, on a documenté, mon étudiante a tout pris en note, les arguments pour un ou pour l'autre et tout ça, ou contre un ou contre l'autre terme. Vraiment intéressant. Puis là, fait que finalement, on s'est dit, bien, écoutez, je leur ai dit, on ne décidera pas aujourd'hui. Ça va être quoi? Mais là, on s'en va faire la recherche partie qualitative, puis on va demander à tous les participants ce qu'ils en pensent, puis pourquoi, leur avis, puis ça va nous aider peut-être à prendre la décision. Fait que là, les gens étaient bien d'accord avec ça. Et c'est ce qu'on a fait. Puis là, on achève notre collecte de données qualitatives. On a parlé à 35 personnes jusqu'ici. Puis, voulez-vous savoir qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, c'est ça. Là, les personnes qui ont vécu, les premiers concernés, eux, ils disent masquage parce qu'ils le ressentent de façon plus radicale. Le masquage, c'est noir ou blanc. Là. Eux, ils l'ont vécu, sont fâchés ou ils sont souffrants, c'est clair. Les professionnels de la santé disent ombrage. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça, je ne leur ai pas dit encore, ils ne savent pas. On a une rencontre en juin, on va parler de ça, c'est sûr. Puis là, la question qui va venir, c'est, moi, je vais les laisser décider, mais moi, je vais le dire le mien. Moi, je dirais ombrage, parce que si eux, ils veulent influencer, il faut que le terme parle aux professionnels. Pour qui il faut que ça résonne finalement? C'est peut-être ça la question qu'il faut se poser. Mais en même temps, il faut que le terme exprime ce que c'est vraiment. Fait que
Je n'ai pas de réponse peut-être finalement, mais c'est pas une question facile. Ça a l'air simple, là. Puis n'était pas prévu cette question-là quand on a commencé le projet. Puis à suivre, peut-être dans une couple d'années, je reviendrai vous voir puis je vous dirai la réponse. Ah oui, puis il y en a d'autres termes aussi, mais il y en a d'autres en français, effectivement. Ça, c'est susceptible de rallonger le projet de 2 ans environ. Oui. Je te laisse y aller. Mascombrage, peut-être, peut-être. Un peu perdu dans... Tu m'as dit qu'il restait 5 minutes, il y a 5 minutes. Ah, OK, donc il reste 5 minutes. Et donc, en fait, dans ce projet-là, ce qui, je crois, est hyper intéressant, c'est que le résultat, c'est le processus, en fait. Un, deux. Parfait. Donc, dans la négociation des attentes, en fait, pour nous, il y a eu 3 éléments qui étaient hyper intéressants et importants à considérer, c'est-à-dire les attentes de contribution. Il faut en arriver à capter l'ensemble puis la diversité des expériences qui est en jeu. La contribution en matière de décision aussi, comme Marie-Claude l'a très bien expliqué, il y a des décisions à prendre qui vont avoir d'importants impacts sur la trace qu'on va laisser en ce qui nous concerne dans le monde scientifique. Et donc, ce terme-là, qui peut être en apparence anodin, a des impacts majeurs. Et la reconnaissance aussi en termes de paternité des idées, de volonté d'anonymat, alors que d'autres personnes, elles, souhaitent que leur contribution soit plutôt reconnue de manière visible. Donc, ce sont plein d'éléments de négociation qui sont extrêmement riches, mais qui peuvent également être déstabilisants. Parfait. Prendre le temps. Ça, c'est un autre élément aussi. C'est peut-être technique, là, mais ce type de projet-là, le financement en général, il est offert pour 1 an. Et donc là, c'est à nous de négocier tout ça, de demander des extensions, d'expliquer un peu le sens de la démarche. Et on est encore une fois dans un modèle de recherche qui n'est pas pleinement adapté au type de recherche qui est réalisé sur le plan participatif pour des raisons que Marie-Claude vous a expliquées. D'une part, il y a la construction des relations. Juste cet aspect-là prend énormément de temps et c'est toujours un aspect qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire un matin, ça y est, on a fait l'étape 1, on peut aller à l'étape 2. La construction des relations, ça se passe à l'intérieur du respect qu'on a pour les mots, pour les opinions aussi, puis finalement pour l'ensemble de la démarche. Le fait de réfléchir aux données émergentes aussi, des fois on a des surprises. Le projet prend une direction qu'on n'aurait pas anticipée. On est dans des démarches très inductives aussi, ce qui fait en sorte que des fois, il y a même des catégories de participants qu'on souhaite inclure dans la démarche ou qui manifestent le souhait d'être inclus parce qu'ils se sentent interpellés dans le projet. Et là, nous, c'est de prendre la décision de dire, bien parfait, là, on pèse sur la pédale d'accélération et finalement, on va très rapidement dans le projet ou alors, encore une fois, on ralentit pour être le plus inclusif possible avec les défis que ça comporte. Et finalement, c'est de créer des opportunités aussi. C'est que des événements comme aujourd'hui, il y en aura d'autres, ou même des gens qui contactent l'équipe, qui contactent Marie-Claude parce qu'ils se sentent interpellés. Bien, tout ça, c'est de nature aussi à modifier la trajectoire du projet. Puis c'est un rappel à faire avec les participants du collectif, c'est long la recherche, de gérer les attentes constamment par rapport à ça. Puis même quand il y a des bouts, ça a été difficile de recruter des professionnels de la santé pour parler de ça. Je pense que vous pouvez deviner. Puis ça a pris, il y a plusieurs mois qu'il se passait comme plus rien. Puis même quand il ne se passe rien, c'est d'écrire au collectif pour dire, bon, mais en ce moment, il ne se passe rien mais on ne vous oublie pas, voici comment on projette les prochains mois, voici ce qui s'en vient, juste pour aider à conserver le lien, puis que les gens ne pensent pas qu'on les a oubliés, puis qu'on est parti de notre côté sans leur parler, parce qu'il faut garder ça vivant. Parfait. Donc, ça en revient aussi à ce que Marie-Claude disait, c'est-à-dire qu'il y a une forme de tolérance à l'ambiguïté pour plein de raisons. Marie-Claude a bien expliqué qu'il y a des silences dans la recherche qui peuvent être déstabilisants. Et pour nous, de notre côté, il y a une logique de productivité où finalement, on devient un peu des chercheurs auprès de nos collègues, où il faut qu'on explique notre propre démarche aussi, qu'on soit en fait en train d'éduquer notre propre système sur la façon de faire qui a ses particularités. Et pour nous, c'est vraiment 3 ordres. D'un côté, c'est de tolérer l'ambiguïté par rapport à l'impact, c'est-à-dire que les retombées de la recherche pour la communauté des personnes premières concernées vont être avant tout déterminées par le collectif. Ça va être vraiment à eux de déterminer ce qu'ils souhaitent faire de ces résultats-là. Et ça, je pense que c'est une première forme d'incertitude.
Le deuxième est sur les résultats, c'est-à-dire qu'on a des résultats qui sont certainement anticipés à l'égard de la littérature, mais également des imprévus, des résultats qui peuvent être déroutants aussi, et même des choix à faire sur l'usage des mots qui en disent très long sur la nature même des résultats qui vont découler du projet. Pour nous, le processus. Le processus en tant que tel est ambigu parce qu'il y a des zones de conflit, il y a des zones d'incertitude. Et tout ça fait partie en fait de l'adaptabilité du processus qui devient en soi un résultat. De réfléchir sur le processus de recherche, pour nous, c'est en soi quelque chose qui nous permet d'avancer dans toute l'optique de participation puis de réflexion méthodologique, en fait. Pour finir, en lien avec ce que Pierre vient de dire, il y a vraiment un processus transformateur là, qu'on est en train de vivre, autant comme équipe de recherche, mais aussi du côté du collectif, parce que plus on se familiarise avec les résultats, il y a les entretiens de recherche. Je le vois, là, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble, 2 ans. On est vraiment parti d'une dynamique un peu les gentils, patients, les méchants, soignants de première ligne. Eux ne sont pas corrects, nous, on est victimes. Il y a vraiment cette dynamique-là. Puis là, à force de plus comprendre la complexité du phénomène, que pourquoi ça se produit, de le comprendre mieux, c'est correct aussi d'avoir de l'empathie envers les professionnels de la santé, puis voir comment on peut dialoguer au lieu de juste se battre contre le système. Donc, on est en train tranquillement d'aller vers ça dans nos discussions avec eux. Moi, c'est une approche que je privilégie, la collaboration de toute façon. Fait que moi, à voir eux comment ils vont finir par rapport à ça. Parce qu'il y a des résultats pas faciles là, qu'on dit, mais il y en a d'autres aussi qui aident à voir les choses autrement, comme par exemple dans notre revue de portée, il y avait une étude qui montrait que les infirmières qui subissent des pratiques de gestion déshumanisantes dans leur milieu, ils ont tendance davantage à avoir des pratiques déshumanisantes envers les patients. Donc, c'est quand même important aussi de dire ça. Ça explique vraiment pas toute la situation, mais ça fait partie aussi de la situation, puis il faut le dire aussi. Donc, je vais finir sur ça. On a hâte de vous entendre. Merci. Grand merci pour cette communication. J'ai l'impression que vous avez partagé plus que l'objet de votre recherche. Vous avez partagé l'état d'esprit et l'ambiance d'équipe aussi. Je ne sais pas vous, mais on a tous envie de faire partie de cette équipe-là. Il y a quelque chose de tellement apaisé et stimulant dedans. Je pense que c'est une belle leçon comment la recherche peut être transformatrice par rapport à nous-mêmes aussi, quelque part, en fait. Elle nous fait du bien aussi. On n'a pas le temps, mais du coup, on va prendre en tout cas une question. Oui, je trouve, j'ai juste le goût d'intervenir rapidement parce que c'est vraiment un sujet qui, moi, ma mission complète est basée sur le masquage ou sur l'ombrage diagnostique. Puis même, je me souviens qu'on en a déjà parlé, puis même moi, j'ai des pour et des contre pour les deux, fait que j'ai pas de réponse à ça. Ce que j'ai le goût de dire, c'est que moi j'ai vécu beaucoup le masquage diagnostique. J'ai des séquelles de ça importantes, des cicatrices de ça. Moi, quand je vais à l'hôpital, on me croit pas. Puis même aujourd'hui, peu importe tout ce que j'ai vécu, on me croit toujours pas. Puis il y a une dizaine d'années, ma vie était en danger. En fait, j'avais une perforation au niveau de l'œsophage. On a pris ça pour une crise d'anxiété. J'ai fait une overdose, j'ai fait un code bleu. Il a fallu que mon conjoint vienne à l'hôpital pour intervenir parce que sinon, je serais plus là. Il y a des impacts tellement lourds à ça. Puis ça cause tellement de frustration, puis tout ça. Puis de voir, moi, tu sais, Marie-Claude, je te remercie fois mille parce que en plus, j'ai entendu, en tout cas, le moment, le timing, puis tout ça. Puis quand j'ai entendu parler de cette recherche-là, qui répond tellement à un besoin sur le terrain, puis c'est pas quelque chose qui est abordé beaucoup. Fait que j'avais juste le goût de dire merci tellement à des chercheurs comme toi, comme Pierre, comme les équipes de recherche avec qui, en ce moment, en tout cas, que j'ai réussi à croiser. Ça vient de vous, tu sais, je veux dire, c'est des chercheurs qui vont aller au-delà puis qui vont s'intéresser au-delà de juste faire un travail, puis tout ça, puis je pense que c'est ça qui va faire la différence. Puis tantôt, on parlait de bons patients, puis j'avais le goût de dire des leaders. J'avais le goût de dire, c'est des patients, c'est pas que c'est des bons patients, c'est des patients qui sont tellement motivés, puis tellement dans la mission, puis tout ça, qui ont été chercher tout ce qu'ils avaient besoin comme bagage pour pouvoir
faire évoluer les choses, puis tout ça, là, mais c'est ça, j'avais juste le goût de dire merci pour ce travail-là, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important, puis ça donne un sens à nos vies. Alors, merci à vous tous. Nous avons une pause gourmande jusqu'à 11h25.